Nommé membre du gouvernement provincial par un arrêté du 24 mai 2019, le désormais ex-patron de mines, Centre Kassaïen, a rendu le tablier ce 15 juillet 2021. Plus de 2 ans après, quel bilan et pourquoi cette décision? Thierry Moulumba Pandangila répond à vos questions à travers ce concept. Devoir de redevabilité. Monsieur Thierry Moulumba, bonjour et bienvenue. Bonjour. Je m'appelle Van Frédéric Chilanda, je suis journaliste au Kasaï Central, je suis correspondant de électionnet.com. J'ai appris avec beaucoup plus d'inquiétude la démission tardive du ministre Thierry Moulumba Pandangila qui s'occupait des mines ici au niveau de la province. Il a bénéficié effectivement de tous les avantages dus au ministre de ce gouvernement. Est-ce qu'il se sent à l'aise d'annoncer une démission aujourd'hui avec tout ce qu'il a donné comme raison, même si les raisons ne sont pas du tout pénétrantes? La deuxième question, est-ce qu'il peut aujourd'hui à ce jour faire le bilan de son action à la tête de la province? Il a été plusieurs fois sollicité à jouer le rôle du gouverneur intérimaire, même pendant que le titulaire de ces postes était là. Voilà, j'ai bien suivi la question et je vais commencer par le deuxième volet de la question qui parle du bilan en tant que ministre provincial et en tant que gouverneur intérimaire. Je commencerai par mon bilan en tant que ministre provincial. Ça prendrait beaucoup plus de temps, mais je vais essayer juste de résumer et donner quelques exemples de chacun des secteurs que moi j'ai dirigés pour essayer de donner un peu plus de lumière sur ce qu'ont été nos actions en tant que ministre dans le gouvernement provincial. J'ai eu à ma charge les secteurs des mines, de l'agriculture et sécurité alimentaire, de l'électricité et ressources hydrauliques, pêche, élevage, environnement et développement durable. Et voilà, j'ai aussi eu hydrocarbures dans mon portefeuille. Alors, parlons du secteur de l'agriculture. Quand j'ai commencé les actions dans ce gouvernement provincial en 2019, un des secteurs importants reste celui de l'agriculture dans la province. Et nous avons commencé une action que beaucoup au départ disaient être vouée à l'échec, qui est la récupération des tracteurs agricoles autrefois distribués pour relancer l'agriculture dans la province du Kasaï central. Nous avons pu récupérer 25 tracteurs dans cette province du Kasaï central et partant de là, nous avions élaboré un plan de relance agricole de l'agriculture en province, sollicitant que le gouvernement provincial mette à la disposition de ce projet des fonds pour réhabiliter ces tracteurs qui devaient être distribués à des agriculteurs bien reconnus dans la province pour relancer l'agriculture. Malheureusement, vous savez que le gouvernement provincial n'avait pas suffisamment de fonds, mais nous avions plutôt obtenu d'un partenaire privé de pouvoir entrer en contrat privé-public avec le gouvernement pour pouvoir relancer l'activité agricole en réparant ces tracteurs agricoles. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées telles que nous l'avions prévu. Néanmoins, nous avons pu avoir un accord avec des agriculteurs qui avaient pignon sur rue dans la province du Kasaï central, qui se sont engagés, eux, à réparer les tracteurs et ils ont relancé leurs activités agricoles. Malheureusement, je n'ai eu que 6 mois comme ministre de l'Agriculture avec cette attribution. Après, le portefeuille m'a été retiré. Je ne saurais pas vous dire ce qu'il en est maintenant, mais en 6 mois, vous avez vu que nous avons pu récupérer 25 tracteurs agricoles, les réhabiliter et les placer auprès des coopératives qui avaient commencé à travailler et un plan de relance agricole qui nous a permis de pouvoir booster un peu ce secteur. Ça, c'est pour parler du secteur agricole, mais aussi un aspect important dans le même secteur de l'agriculture, c'est que sur base de ce secteur que nous avions pu présenter à des institutions financières, il y a une institution de microfinance en RDC qui a accepté de financer les agriculteurs sur base des projets que nous avions présentés. Et cette institution de microfinance nous a même sollicité pour que nous puissions leur communiquer 20 coopératives agricoles pour qu'ils les financent. Et vous avez suivi qu'il y a eu des premiers financements qui ont eu lieu pour l'évacuation des productions, de la production agricole de ces coopératives. Donc c'est pour vous dire que nous avons fait un travail important au niveau du secteur de l'agriculture qui aurait pu relancer l'agriculture dans la province du Kasaï central parce que nous avions déjà un préaccord de cette institution de microfinance qui voulait placer $1 million dans le secteur de l'agriculture. Et pour avoir accès à ce $1 million,
eh bien, nous, dans nos négociations, nous avons pu avoir une entente pour que toutes les taxes liées à notre ministère, donc de tous les secteurs, soient collectées par cette institution de microfinance, ce qui lui donnerait une garantie avant de pouvoir libérer ce $1 million. En tant que ministre, j'ai initié un accord entre la société de microfinance et le gouvernement de la province du Kasaï central. Malheureusement, ce contrat n'a jamais été signé, mais il a pourtant été transmis au niveau du gouvernorat, et cette société de microfinance, l'institution, était bien prête de pouvoir financer. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un bon nombre de choses qui ont été faites et beaucoup de choses qui ont été initiées, mais pour ce qui est de notre ressort, de nos responsabilités, nous avons fait le maximum. Mais après, il fallait que le reste aussi suive. Donc ça, c'est pour donner un exemple du côté agricole. Passons au côté mine, secteur mine, parce que j'ai aussi eu les mines dans mes attributions. Le secteur des mines peut être un secteur porteur, mais seulement quand on l'organise. Malheureusement, le secteur minier n'est pas organisé dans la province du Kasaï central, mais nous avons commencé à travailler à l'organiser. Mais après l'organisation, il faut un financement, et il faut des financements importants pour relancer le secteur minier. Qui dit financement dans le secteur minier parle de prospection minière. Et là, nous avons fait un bond important dans la prospection minière parce que nous avons pu mutualiser nos efforts avec d'autres structures, tant nationales qu'internationales. Je parlerai de l'université de Dublin, je parlerai d'institutions japonaises, je parlerai d'institutions allemandes, je parlerai localement de l'Institut géographique et d'autres structures nationales qui se sont mis autour de nous, et nous avons pu produire pour la première fois dans le Kasaï central une carte minière géosatellitaire du territoire de Luisa, parce qu'il fallait bien commencer quelque part. Et aujourd'hui, la province du Kasaï central peut dire qu'elle a des éléments d'information fiables en matière des mines, notamment dans le territoire de Luisa, et c'est un travail qui est évalué à $1 million s'il devait être financé ou par le gouvernement provincial ou par le gouvernement national. Mais retenez que ce travail a été fait sur base des accords que nous avons eus avec nos partenaires. Et parce que le gouvernement provincial, vous vous en doutez, est dans l'incapacité de pouvoir financer ce projet. Donc voilà, pour vous dire que dans le secteur minier, cet aspect a été fait, et cela nous a permis, après cette prospection minière, d'enclencher un deuxième projet important, et un projet qui pourra continuer même avec le gouvernement suivant, en collaboration avec le gouvernement national, qui est le financement du programme d'action du gouvernement provincial du Kasaï central pour plusieurs années, sur base des garanties minières. Mais lesquelles garanties minières sont établies à partir de la prospection et des études géologiques. Donc c'est pour dire qu'il y a un fondement important qui a été posé dans le secteur des mines, et nous pouvons en être fiers pour ce qui est de notre passage comme ministre des Mines de la province du Kasaï central. Nous passons au secteur de l'électricité, par exemple. Secteur de l'électricité, la population kanangaise se rappellera qu'à un certain moment, la SNEL a procédé à une majoration des tarifs de consommation d'électricité. Et nous avions convoqué dans notre cabinet le directeur provincial de l'époque au niveau de la SNEL pour lui demander de supprimer cette majoration parce que, étant en plus société publique, elle doit pouvoir apporter des services à un prix compétitif à la population du Kasaï central. Et c'est ainsi que le directeur provincial, ayant suivi nos instructions, nos conseils, est passé aux chaînes de radio du Kasaï central pour annuler cette suppression, cette majoration des tarifs. Mais on ne s'est pas arrêté là. Et là, je profite de l'occasion pour interpeller encore la SNEL, et notamment le directeur provincial de la SNEL, parce que actuellement, dans la province du Kasaï central, les factures d'électricité sont des factures établies sur un tarif forfaitaire, ce que la loi prohibe. Mais peut-être que certains ont oublié que lorsque nous sommes arrivés en fonction dans la province du Kasaï central, l'énergie était donnée que pendant 3 heures de temps.
et nous, par jour. Et nous avons fait, nous, un effort pour que la fourniture passe de 3 heures de temps à 10 heures de temps par jour. Donc voilà, ce sont un tas d'efforts faits dans ce secteur de l'énergie pour nous permettre de pouvoir améliorer tant soit peu les conditions de la population centro-kassaïenne. Nous parlons des ressources hydrauliques. Pour ce qui est des ressources hydrauliques et de l'eau, notre entrée en fonction a coïncidé avec le programme des 100 jours du chef de l'État. Et le programme des 100 jours du chef de l'État a permis à la province du Kasaï central d'avoir des forages pour 5 puits d'eau. Ces 5 puits sont là et nous, en tant que ministre, nous avons travaillé pour pouvoir faire en sorte que ces forages des puits d'eau puissent desservir la population centro-kassaïenne un tant soit peu avec de l'eau potable. Et qu'est-ce que nous avons pensé? Nous avons pensé qu'il fallait, sur base de la loi relative à l'eau, mettre sur pied une régie provinciale de l'eau qui allait s'occuper tout justement de la distribution de l'eau potable à la population centro-kassaïenne, parce qu'étant une régie provinciale de l'eau, elle allait se concentrer sur les besoins de la province. Et nous avons, sur base de cette loi relative, fait une proposition de création de la régie provinciale de l'eau avec un arrêté qui a été transmis au gouvernorat. Et au-delà de ça, nous avons négocié avec la coopération allemande qui a accepté de prendre en charge non seulement la création sur le point de vue matériel et logistique, mais aussi les salaires des agents de cette nouvelle régie provinciale durant une année, quitte à ce que le gouvernement provincial prenne ensuite la relève l'année suivante. Et nous avons pu, à partir de ce moment-là, pu réaliser ou bien élaborer le projet de constitution de création de cette régie provinciale de l'eau. Malheureusement, tous les arrêtés ont été transmis au niveau du gouvernorat. La régie, malheureusement, n'a pas été créée. Le dernier mot ne nous revenait pas à nous. Nous avons du moins fait notre travail comme il se devait. Et je profite de l'occasion pour dire que si cette régie provinciale était bel et bien créée et mise à fonctionner, eh bien, à partir de ces forages des 5 puits d'eau, la province du Kasaï central, son gouvernement, pouvait avoir des recettes d'environ 30 000 $ par mois. Mais voilà, que voulez-vous que je vous dise? Nous avons fait notre part pour ce qui est du secteur des ressources hydrauliques. Allons au secteur des hydrocarbures. Quand nous sommes entrés en fonction, le prix du litre était à 4 500 francs congolais. Et nous avons fait un effort d'accompagnement important vis-à-vis des distributeurs et commerçants des produits pétroliers dans la province, jusqu'à réussir à baisser le prix du litre à 2 400 francs. Et nous avons réussi ensuite à le stabiliser entre 2 500 et 3 000 francs. D'aucuns ne comprennent peut-être pas ce qui s'est passé. Nous sommes peut-être dans nos bureaux et parfois sur terrain en train de travailler. Quand on a des fonctions comme les nôtres, la première des responsabilités, c'est de pouvoir élaborer une politique du secteur. C'est cela le premier travail d'un ministre, d'élaborer une politique qui permettra le développement et de pouvoir apporter des solutions aux différents problèmes de la population. Et à ce niveau-là, j'aimerais vous dire par exemple que nous avons travaillé à l'assainissement du secteur des hydrocarbures. Qu'avons-nous fait? Moi personnellement, j'ai entré en fonction dans ce ministère, j'ai constaté une habitude qu'il y avait parce que tous les commerçants des produits pétroliers doivent obtenir le visa du ministère avant de pouvoir décharger leurs produits pétroliers et les commercialiser. Et l'habitude que moi j'ai rencontrée, c'était une taxe entre guillemets dite visa du ministère. Et pour que le ministre appose sa signature, il fallait payer 50 ou 100 $. J'ai personnellement annulé cette taxe qui est irrégulière. Si encore on l'appelle taxe, ça c'est pas de la taxe. Pour moi, il faut lui donner un autre nom et c'est vraiment pas une taxe. Et vous pouvez parcourir toute la ville et poser la question à tous les commerçants, tous les pétroliers. Ils vous diront que moi, en fonction comme ministre des hydrocarbures, personne n'a eu à payer irrégulièrement une soi-disant taxe de 50 ou 100 $ pour avoir son visa.
C'est le travail, c'est la responsabilité du ministre. Et c'est pour cela qu'un ministre est désigné et il n'a pas à percevoir, en dehors des taxes établies par la loi, d'autres sommes, soi-disant, pour accorder le visa. Et tout cet accompagnement que nous avons fait par rapport aux pétroliers a annulé un bon nombre de tracasseries qui a facilité le travail et qui leur a permis de pouvoir distribuer un peu plus facilement leurs produits à la population, et ce qui a apporté une réduction au niveau du coût ou du prix des produits pétroliers. Mais aussi nous avons travaillé à le respect des normes d'environnement et de sécurité par rapport à l'entreposage et la commercialisation des produits pétroliers. Vous avez vu qu'il y a eu un peu souvent des incendies des dépôts de produits pétroliers et nous avons vraiment là travaillé main dans la main et de façon assez efficace pour réduire ces différents incidents. Donc voilà un peu ce que nous avons pu faire au niveau du secteur des hydrocarbures. Et s'il faut parler du secteur de l'environnement et du développement durable, j'aimerais vous dire que nous avons travaillé à pouvoir élaborer une politique dans ce sens pour le développement durable tout justement de la province du Kasaï central et nous avons pu mettre en place un modèle innovant de développement durable et intégral pour la province du Kasaï central. En résumé, un peu, c'est survolant les quelques exemples que je peux donner concernant mon bilan comme ministre de la province du Kasaï central. Assumant l'intérim du gouverneur de province, quand j'en ai eu l'occasion, personnellement, j'ai veillé à deux axes importants que je considérais moi importants. La première, c'était la sécurité et la deuxième, c'était la maximisation des recettes provinciales. À chaque fois que j'ai eu à assumer l'intérim du gouverneur de province, je me suis concentré sur ces deux axes-là. Et moi, quand j'ai été là en tant qu'intérimaire du gouverneur, vous avez vu qu'il n'y a pas eu autant de cas d'insécurité parce que je veillais à ce que la police et l'armée soient dans des bonnes conditions de pouvoir exécuter leur travail. Pour donner un petit exemple banal, pour ce qui est du carburant, assumant ces fonctions, moi je veillais à ce que ces deux forces de sécurité aient du carburant et qu'elles puissent assumer convenablement leurs responsabilités au niveau de la province. Et pour ce qui est des recettes provinciales, pareil, j'ai eu à initier des réunions et des rencontres. Nous avons pu établir une manière de travailler avec toutes les divisions provinciales de sorte et la régie des GERCAC, de manière à éviter le coulage des recettes et permettre au gouvernement provincial d'avoir des fonds qui lui permettraient un tant soit peu d'intervenir dans les différents besoins de la population et de la province. Et maintenant, savoir si la démission elle est tardive, ça dépend de quel côté on se met et sous quel angle on veut voir cette démission. Ici, je me permets de rappeler que ça fait une année que le gouverneur titulaire a été déchu de ses fonctions avec le gouvernement provincial, donc tous les membres du gouvernement aussi. En tant que gouvernement démissionnaire, nous avons la responsabilité d'assurer les affaires courantes de l'État. Il y a un aspect important, je vous ai cité un bon nombre de projets que nous avons initiés, que nous avons réalisés, mais d'autres projets que nous avons initiés aussi. Et les projets initiés sont des projets qui ne sont pas encore arrivés à terme. Et ce sont des projets importants. J'ai évoqué le projet de financement du plan d'action du gouvernement provincial avec garantie minière, qui est un dossier très important que nous travaillons en collaboration avec et la présidence et le gouvernement central. Donc il y a des dossiers que j'étais en train de traiter et que j'ai initié comme ministre provincial, et avant de pouvoir partir de ce gouvernement, je devais m'assurer que même étant parti, ces
ces dossiers vont pouvoir suivre leur cours et arriver à donner des résultats qui permettront à la population centro-kasaïenne de pouvoir se retrouver. Donc là, il ne s'agit pas de démission tardive comme certains penseraient, mais il a été plutôt question pour ma part de me comporter comme homme d'État, parce que j'aurais pu réagir autrement. J'aurais pu dire, le gouvernement est déchu, je ne suis plus ministre, je m'en vais, je prends mes dossiers, m'affaire de tous les projets que j'ai initiés, et je m'en vais avec. Et au gouvernement qui viendra de pouvoir se débrouiller à recommencer à zéro si simplement ils ont les mêmes opportunités. Mais là, j'ai réagi en tant qu'homme d'État en me disant, je suis un ministre démissionnaire, membre d'un gouvernement démissionnaire, mais en tant qu'homme d'État, pour que les projets et les dossiers que j'ai initiés profitent à la population du Kasaï central, je travaille pour me rassurer que ces dossiers pourront être gérés convenablement par les institutions qui viendront après nous et que cela profite à la population centro-kasaïenne. C'est la première raison qui a fait que je n'ai pas démissionné tout de suite, que j'ai attendu de me rassurer que ces dossiers, je les confiais entre de bonnes mains qui assureraient le suivi de ces dossiers. Et c'est ainsi que j'ai eu beaucoup de séances de travail avec la présidence pour pouvoir gérer tous ces différents aspects au niveau du cabinet du chef de l'État. Et je profite de l'occasion pour remercier le conseiller spécial Alexis Kayembe qui, lui, a été très proactif dans le traitement de tous ces dossiers. Et j'ai aussi rencontré le président du Sénat, le Sénat qui est l'émanation des provinces, à qui j'ai confié aussi ces dossiers. Et en ce moment, je suis un peu plus tranquille en me disant, voilà, ces projets pourront profiter à la population centro-kasaïenne. Je peux donc me retirer en toute tranquillité. Ça, c'est une première raison, mais il y a aussi une deuxième raison qui n'est pas non plus à négliger. Moi, j'ai été ministre provincial du Kasaï central pour le compte du regroupement politique FDCA. C'est-à-dire que c'est le regroupement qui m'a placé comme ministre provincial. Donc, la décision de démissionner ne devrait pas être individuelle. Le poste appartient à un regroupement politique. Je ne peux pas prendre cette décision à titre individuel. Autrement, ce serait manquer de respect aux gens qui m'ont désigné, mais aussi à ceux qui m'ont soutenu durant tout ce temps. Donc, voilà un tas de choses que les gens ne perçoivent peut-être pas tout de suite, mais qui sont importants en tant qu'homme d'État. Il faut bien faire les choses et je ne parlerai pas de démission tardive, je parlerai plutôt de démission responsable au moment où il fallait le faire. Je m'appelle Diba Soleil, journaliste de la radio Réveil FM à Kananga. Je voudrais un peu savoir, parce que quand vous évoquez dans votre démission donc la mauvaise gestion et tout ceci, je ne sais pas, ça fait un temps que vous êtes en dehors de la province. Cette mauvaise gestion-là, vous êtes en train d'établir là-dessus par rapport à quoi? Merci pour la question. C'est vrai que je suis membre de ce gouvernement provincial et ça c'est la première chose. Et partant de là, j'aimerais dire une chose que je pense que je peux le dire, parmi les membres du gouvernement qui ont souvent dit des choses clairement comme elles étaient. Et en tant que responsable, ce n'est pas sur la place publique que moi je m'évertuerai à dire telle ou telle autre chose. À chaque fois que j'ai eu, moi, à intervenir et dire quelque chose pour le bon fonctionnement du gouvernement, je l'ai fait en interne et je l'ai fait acquis de droit. J'ai même parfois, par la hiérarchie, été interpellé en disant que je n'avais pas de leçons de morale à donner. Mais j'ai donné mon point de vue à chaque fois qu'il le fallait. Et pour cela, j'en suis fier. Et je l'ai fait à qui je devais le faire. Mais je ne le ferai pas sur la place publique. Mais quand on relit ma lettre de démission, je dis que les conditions ne sont plus réunies pour l'atteinte des objectifs du gouvernement provincial. L'atteinte des objectifs qui sont établis dans le programme d'action du gouvernement provincial. Je ne parle nullement de mes gestions, mais ici, je ne veux pas
dire qu'il y a eu ou qu'il n'y a pas eu mégestion. Je ne suis pas l'inspection générale des finances. Je suppose que l'inspection générale des finances a un calendrier et elle a déjà commencé des contrôles au niveau d'autres provinces, au Katanga, le Alaba, le Tanganyika, le Congo central. Et je pense que viendra un moment où l'inspection générale des finances viendra aussi faire son contrôle dans la province du Kasaï central. C'est elle, l'inspection générale des finances, qui nous dira s'il y a une mégestion ou pas et qui en sont les responsables. Pour le moment, je préfère me réserver et ne pas parler de mauvaise gestion ou pas. Basile Mouya, correspondant de Ouragan.cd basé à Kananga. Lors d'un tête-à-tête avec les pétroliers à Kananga 2020, vous leur avez promis les stations mobiles pour éviter les incendies à tout bout de champ. Qu'en est-il? Parce que là, vous quittez déjà la province sans avoir réalisé ces promesses. Oui, je veux donner les éclaircissements qu'il faut. En tant que ministre, j'ai vraiment poussé ce secteur parce que les conditions de commercialisation des produits pétroliers dans la province du Kasaï central ne respectent pas la réglementation en vigueur. Et nous avions réussi à pouvoir obtenir des partenaires, des investisseurs privés, de pouvoir implanter des stations mobiles dans la province du Kasaï central. Un plan d'action a été fait sur une année de pouvoir implanter 10 stations mobiles. Ici, j'aimerais vous dire que dès le moment où nous avions pris ces engagements avec cet investisseur privé, cette société avait déjà fait la commande des stations mobiles. Donc, à titre d'information, je voudrais vous dire, nous sommes en 2021, je voudrais vous dire que depuis janvier 2020, 2 stations mobiles sont déjà fabriquées et en attente d'être importées dans la province du Kasaï central pour être installées. Malheureusement, il y a 2 aspects qui n'ont pas permis que cela ne s'exécute jusqu'à présent. La première chose, c'est la pandémie à Covid-19 qui a fait que toutes les frontières ont été fermées, notamment celle de l'Angola. Donc cela a été impossible pour cette société de pouvoir faire venir ces 2 stations mobiles déjà commandées. Mais ensuite, il y a un deuxième aspect qui dérange, c'est l'état de la route de Kalamba-Mbouji. Parce que quand bien même ces stations arriveraient en Angola, elles devraient être transportées sur des porte-chars de l'Angola jusqu'à Kananga. Mais l'état de la route ne permet pas que ces stations mobiles ne soient transportées. Donc c'est cela qui a retardé l'exécution de ce projet, mais c'est quelque chose qui est très avancé. Et j'espère tout simplement, et c'était une des raisons, j'espère tout simplement que notre retrait du gouvernement provincial ne va pas poser de problème à ce niveau-là, mais nous avons insisté auprès de cet investisseur pour que, malgré notre retrait et notre absence, qu'elle puisse continuer avec ce projet. Mais je profite ici de l'occasion pour dire que le développement d'une province passe par des investissements privés et non du gouvernement et des institutions publiques. Les institutions publiques ont pour mission première de pouvoir réguler les différents secteurs et le climat des affaires. Mais pour que nous obtenions un développement accru et constant dans la province du Kasaï central, c'est le secteur privé qu'il faut booster. Et pour cela, il faut créer les meilleures conditions qui soient. Et c'est de cela que part le développement, de la confiance qu'on place dans les institutions. Mais la confiance dans les institutions passe par la confiance dans les membres qui constituent ces institutions. Voilà pourquoi les gens doivent savoir que pour moi, me retirer du gouvernement, c'était de pouvoir résoudre un bon nombre de questions, notamment tous ces projets initiés avec des investisseurs privés qui nous ont fait confiance, et on voulait se rassurer que malgré notre retrait et notre absence, qu'ils allaient pouvoir continuer avec ces projets. Il fallait les rassurer, donc il fallait le faire au bon moment. Monsieur le ministre, je suis Jean-Marie Bopouabeya, journaliste de la radio-télévision nationale congolaise à Kananga au Kasaï central. La première question est la suivante.
vous démissionnez après plus de 6 mois en dehors de la province, du Kasaï central bien entendu. Quelles sont les raisons qui vous ont retenu en dehors de votre province pendant une si longue durée? La deuxième question, je parle ici du secteur de l'électricité. Vous avez passé près de 2 ans comme ministre en charge de l'énergie. C'est quoi l'évaluation que vous faites de votre passage à la tête de ces ministères alors que la province reste sans une source énergétique fiable? La SNEL est presque inopérationnelle. À votre niveau, qu'est-ce qui bloque l'évolution du dossier Katenge? C'est la question que se pose plus d'un centre kassaïen. Et avant de terminer, c'est la toute dernière question. Est-ce que votre démission n'est pas une fuite en avant contre la menace de votre révocation qui pesait déjà sur vous il y a beaucoup de temps? Donc, c'est vrai que j'ai fait un long séjour à Kinshasa. Premièrement, en tant que membre du gouvernement et selon l'arrêté portant organisation et fonctionnement du gouvernement provincial, tout ministre avait droit à 1 mois de vacances après une année de prestation. Donc, j'avais fait plus d'une année en train de travailler sans repos et en train de travailler durement. J'avais donc pensé en premier temps qu'il était le moment pour moi de pouvoir prendre mes vacances afin de renouveler les énergies et être encore plus efficace pour la province par la suite. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai eu ce premier mois de vacances. Deuxièmement, il s'est entrecalé une mission en Indonésie que nous devions faire, conduite par la présidence de la République, dans 2 secteurs, les secteurs de l'énergie et le secteur des mines. Et nous devions faire cette mission avec le cabinet du chef de l'État, et la province était représentée par le gouverneur intérimaire, le professeur Ambroise Kamokoni, paix à son âme, et moi-même en tant que ministre des Mines et de l'Électricité. Donc c'est la deuxième raison qui a prolongé mon séjour à Kinshasa, et malheureusement, entre les réunions de préparation que nous avons eues, il y a eu le décès du professeur, et jusqu'à son enterrement plus d'1 mois après, donc vous comprenez que tous les agendas et les calendriers étaient perturbés. Mais ensuite, on était en plein Covid-19. Donc en pleine pandémie de la Covid-19, moi j'ai personnellement eu à un certain moment des soucis de santé. J'ai fait faire plusieurs examens dans un centre de la place. Je n'étais pas à 100% de mes forces, donc j'avais vraiment besoin de pouvoir être suivi par un médecin, quitte à pouvoir clarifier la situation, surtout que dans cette période de pandémie à Covid-19 et cette nouvelle maladie pas très bien connue, donc il faut prendre le moins de risques. C'est ce qui a prolongé aussi mon séjour à Kinshasa. Mais pas seulement cet aspect des choses, il y a un troisième aspect que les gens ignorent, c'est que, c'est comme je vous l'ai dit, j'ai eu plusieurs séances de travail au niveau de la présidence et ça a pris plusieurs semaines à travailler sur le projet de financer le plan d'action du gouvernement provincial du Kasaï central. Et nous avons une offre de financement avec des préaccords et que nous avons pu, gouvernement provincial, en ce moment-là, supervisé, dirigé par le professeur Ambroise Kamokoni, que nous avons pu, ces préaccords que nous avons pu obtenir d'un consortium d'entreprises qui sont prêts à financer. Mais le financement par des institutions étrangères, selon la Constitution, est dévolu. Enfin, les accords ne peuvent être signés que par le gouvernement central. Donc cela veut dire que même si nous, au niveau de la province, nous avons initié ces projets, nous avons initié les discussions, nous avons travaillé à pouvoir évaluer et identifier les infrastructures à financer, nous avons travaillé à constituer, à faire le montage financier pour que ce financement soit obtenu sur base des garanties minières. Nous avons mis en place ces garanties minières à travers la prospection minière dont je vous ai parlé, parce que nous avons une carte
géosatellitaire minière du territoire de Luisa. Après avoir fait toutes ces préparations, nous avons discuté sur la durée de ce financement, le taux d'intérêt de ce financement et autres modalités. Mais après cela, cet accord ne peut être entériné que par le gouvernement central. Donc cela veut dire que le gouvernement provincial devait apporter ce dossier au gouvernement central, lui présenter, lui expliquer et travailler avec jusqu'à maturation. C'est ce qui a expliqué mon séjour prolongé au niveau de Kinshasa, parce qu'il fallait discuter avec le gouvernement central, identifier les projets d'infrastructure à financer, travailler pour savoir comment est-ce que la garantie minière devrait être mise en place, discuter des différents aspects de cette offre de financement, parce que c'est le gouvernement central qui va le financer, qui va le signer, qui doit l'entériner. Donc voilà, tout cela ne peut pas être fait à partir de Kananga. Tout cela, nous l'avons fait à partir d'ici Kinshasa, et c'est un travail ardu que nous avons fait. Et je profite de l'occasion ici pour dire, parce que j'ai manqué de répondre à cette question du journaliste Van qui dit que voilà, nous avons démissionné tardivement et entre-temps, nous avons bénéficié des avantages du gouvernement provincial. De quel avantage parle-t-on? Moi, j'ai exercé ces fonctions en tant que fils du pays et de la province en dépensant de mon argent. Mais c'est plus de 14 mois impayés. Sur les 2 années que j'ai fait comme ministre provincial, je crois que si salaire j'ai perçu, j'ai même perdu les comptes parce que ça fait tellement longtemps, c'est peut-être de 6 mois. Mais j'ai entre 14 et 18 mois de salaire pas payé. La seule mission dans ce gouvernement qui a été payée et prise en charge par le gouvernement, c'est la mission que j'ai eu à faire à la frontière avec à Luebo, à la frontière avec le Kasaï, pour un conflit minier. Mais en dehors de cela, toutes les missions que j'ai effectuées, moi, ministre provincial du gouvernement du Kasaï central, Thierry Moulumba, je les ai payées de ma poche. Je n'ai bénéficié d'aucun avantage, au contraire. Toutes les missions, je les ai payées de ma poche. Mission de la province du Kasaï central, mission à Kinshasa, mission à l'étranger, je les ai payées de ma poche. Le journaliste Van peut se référer au ministre de l'Intérieur faisant fonction de gouverneur Kabatosula, qui lui dira que quand il assumait l'intérim dans le temps, en 2020 je crois, il y avait une mission à Mbujimai. Il m'a été demandé par lui-même, qui assumait l'intérim du gouverneur, de faire cette mission à Mbujimai à mes frais. Tenez, je vais plus loin. Les 25 tracteurs récupérés en tant que ministre de l'Agriculture, vous savez aux frais de qui cela a été possible? Mais à mes propres frais. Quand j'ai établi ce plan de récupération des tracteurs, que j'ai présenté au gouvernement provincial auquel j'ai demandé des fonds pour réaliser cette action, mais on m'a dit qu'il n'y avait pas d'argent dans les caisses. Et pourtant, j'ai eu à solliciter le parquet et la police qui m'ont aidé à pouvoir récupérer ces tracteurs. Il fallait bien payer la ration ou les frais à la police pour qu'elle puisse effectuer cette mission. Mais j'ai sorti cet argent de ma poche. Alors, oublions cette histoire d'avantage, parce que là, on fait fausse route. Donc, personne, et là, je suis plus qu'à l'aise moralement. Parce que la question qui m'a été posée est de savoir si j'étais à l'aise moralement. Je suis plus qu'à l'aise moralement parce que moi, dans ma gestion, elle a toujours été transparente et correcte. Et d'ailleurs, j'ai dépensé de mon argent pour la province. Donc sur ce point, rien ne peut m'être reproché d'avoir profité des biens, de l'argent de la province pour une chose ou une autre. Il n'en est rien. Voilà. Parlant de l'énergie et de l'électricité, parce que je sais que c'est un secteur qui vraiment pèse dans le cœur de toute la population centro-kassaïenne,
le problème de l'électricité dans la province. Et ici, je veux parler, avant de parler de Katende, oui, je parle de Katende effectivement, mais je profite de l'occasion pour pouvoir aussi parler des NERCAC. La situation de la centrale hydroélectrique de Katende est la suivante. La construction de ce barrage était estimée à 280 millions de dollars. Et de ces 280 millions de dollars, 250 millions devaient être pris en charge par le gouvernement indien et 30 millions de dollars par le gouvernement congolais. Ça, c'est pour ce qui est de la construction de la centrale hydroélectrique de Katende. Et depuis que ce projet avait commencé, il y a eu un début, il y a eu une partie de décaissement des 280 millions de dollars. Le gouvernement congolais a déjà décaissé les 30 millions qu'il devait décaisser et le gouvernement indien a décaissé plus de 100 millions. Ce qui fait que le niveau de décaissement est de plus de 60% par rapport au montant prévu pour la construction de cette centrale hydroélectrique. Mais cette centrale s'est arrêtée à un certain moment. Pourquoi? La raison première de l'arrêt de cette centrale, ou la raison principale, je dirais, parce qu'on sait qu'il y a eu les Camerounais Sapo qui ont un peu perturbé la construction de la centrale hydroélectrique de Katende, mais la raison principale, c'est plutôt que le gouvernement indien a arrêté de financer ce projet à cause des allégations de malversation des fonds imputés au consortium indien qui était chargé de la construction de cette centrale de Katende. C'est là qu'on en est. Et le gouvernement indien ne semble pas être prêt à continuer de financer cette centrale. Je sais qu'à partir du gouvernement congolais, le chef de l'État ayant un souci pour la relance des activités de cette centrale de Katende, a chargé le gouvernement congolais à pouvoir essayer de relancer le gouvernement indien, mais je n'ai pas l'impression que les choses bougent. Je n'ai pas l'impression que le gouvernement indien est vraiment intéressé à continuer de financer. Du reste des informations que j'ai, elles posent des conditions qui sont un peu plus compliquées encore à pouvoir réaliser. Donc voilà là où on en est avec le projet des chutes Katende. Mais en dehors de la construction des chutes de Katende, lorsqu'on aura fini de construire cette centrale, il y aura encore le problème du transport de l'énergie de la centrale hydroélectrique jusqu'aux différents lieux de consommation. Et ce projet-là est évalué à plus de 100 millions de dollars. Donc il faudra encore beaucoup d'argent jusqu'à ce que l'énergie produite à Katende parvienne aux différentes provinces à qui elle est destinée. Voilà pourquoi moi, dans ma gestion, j'avais proposé des solutions intermédiaires en attendant que le gouvernement central ne fasse et ne fournisse tous les efforts jusqu'à la construction des centrales de Katende. J'avais proposé des solutions intermédiaires pour permettre à la population centro-kassaïenne d'avoir au moins un début de solution avec soit des centrales solaires, soit des micro-centrales hydroélectriques. Et des discussions sont en cours. Nous avions initié des discussions autant avec le PNUD, la Banque mondiale et même des investisseurs privés sud-africains. Mais entre-temps, nous voulions, dans l'immédiat, essayer de trouver une solution en résolvant le problème des NERCAC. Et c'est ici où je profite de l'occasion pour parler des NERCAC. Parce que je lis dans les réseaux sociaux tout plein de commentaires. J'écoute à la radio tout plein de commentaires. Tout le monde aborde le dossier sans trop savoir ce qu'il en est. Et je profite de l'occasion pour pouvoir passer l'information. Le problème des NERCAC, moi, en tant que ministre, j'ai essayé de le résoudre. J'ai essayé de le résoudre pour trouver une solution rapide au problème d'électricité de la population centro-kassaïenne. Malheureusement, il n'y a pas eu de bonne foi de toutes les parties en présence. Parce que je vous assure que s'il y avait eu bonne foi, à l'heure où nous parlons, la population centro-kassaïenne devait avoir un problème résolu, du moins pour ce qui est de la consommation domestique d'énergie électrique. Quand j'arrive comme ministre, je fais d'abord l'état des lieux d'ENERCAC pour savoir qu'est-ce qui s'est passé à ENERCAC et pourquoi ENERCAC
est dans l'incapacité de pouvoir fournir l'énergie électrique. Il y a des problèmes sur deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect technique. Et pour ce qui est de l'aspect technique, la construction de la centrale solaire a péché dans ce sens qu'on a installé tout le réseau solaire sans prendre en compte la partie accumulation d'énergie, c'est-à-dire les batteries. D'où, quand il n'y a pas de soleil, la centrale est dans l'incapacité de pouvoir fournir l'énergie. Le manque d'accumulateurs est un problème technique important dans la construction de la centrale d'Enercac. Voilà pourquoi elle avait été couplée à des groupes électrogènes et il fallait maintenant, en plus du solaire, dépenser du carburant pour pouvoir desservir la population. Ça, c'est le problème technique. Deuxième problème, problème administratif. À ce niveau, il y a eu un problème dans la constitution de la société Enercac. Les associés d'Enercac, il y en a 3. Si je ne me trompe pas, un des associés privés, une société à 70% des parts sociales, une deuxième à 25% des parts sociales et le gouvernement du Kasaï central à 5% des parts sociales et pourtant, c'est le gouvernement provincial du Kasaï central qui a permis la levée des fonds au niveau de la banque FBN Bank de plus de 3 millions de dollars comme prêt pour financer Enercac. Ayant participé de façon si importante dans la levée des fonds, il était inimaginable que le gouvernement provincial n'obtienne que 5% des parts sociales de Enercac. Donc ça, c'est un problème administratif qu'il fallait résoudre. Et nous avons essayé de résoudre ce problème en faisant asseoir toutes les parties en présence. J'ai personnellement convoqué à mon cabinet le représentant d'Enercac ainsi que la division provinciale de la SNEL. Parce qu'au départ, il y avait un conflit entre les deux. Avec l'énergie fournie précédemment et les facturations, il y avait un conflit sur l'argent perçu par Enercac. La division provinciale de la SNEL en réclamait une partie. Enercac était allé en justice contre la SNEL et c'était un peu du n'importe quoi. Nous avons fait asseoir toutes les parties en présence pour essayer de voir si on pouvait trouver une solution. Résoudre rapidement tous ces problèmes pour arrêter le conflit qu'il y a entre les parties en présence et faire en sorte qu'Enercac puisse commencer à fournir l'électricité. Et pour qu'Enercac fournisse l'électricité, il faut donc résoudre ce conflit entre les parties en présence sur le point de vue administratif, et de l'autre côté, c'est essayer de résoudre le problème d'accumulateurs. Voilà. Maintenant, il y avait possibilité de pouvoir résoudre le problème. Initié par nous, il y a eu un début de négociation ou de dialogue, je veux plutôt dire, entre Enercac et la SNEL pour trouver une solution. Mais ensuite, ils ont commencé leur dialogue à notre cabinet et le dialogue après s'est transposé ailleurs sans que nous ne soyons informés. Nous avons appris plus tard qu'Enercac faisait une offre de rachat de la centrale à la SNEL. La SNEL était prête à racheter Enercac à 7 millions de dollars. Voilà l'information que nous avons. Et j'ai personnellement, moi, minuté une lettre officielle écrite au gouverneur de province pour lui demander de faire un suivi sur ce dossier de manière à pouvoir résoudre le problème d'électricité de la province du Kasaï central. Donc s'il y a de la bonne foi, la centrale solaire pourrait rapidement résoudre le problème un tant soit peu de l'énergie électrique, mais il faudrait que chaque partie soit sincère et correcte dans tout ce qu'il faille faire. Donc voilà un peu ce que je peux donner comme état des lieux du secteur de l'énergie dans la province de Kasaï central. Voilà, oui, démissionner, fuite en avant, on revient, ça me rappelle la question précédente de démission tardive. Voilà, l'un dit que je démissionnais tard, l'autre dit que je démissionne trop tôt parce que je fuis en avant. Voilà, je vais vous éclairer sur cet aspect des choses.
il n'y a aucune fuite en avant. S'il devait y avoir fuite en avant, j'aurais démissionné la veille du jour ou au lendemain de la lettre que le ministre de l'Intérieur, Kabatusila, assurant l'intérim de gouverneur de province, a faite à l'Assemblée provinciale, demandant évidemment l'autorisation de pouvoir m'évincer du gouvernement provincial tel que cela revenait dans sa correspondance, et j'étais en copie de cette correspondance. Donc j'ai bel et bien reçu la correspondance. Donc s'il devait y avoir fuite en avant, eh bien j'aurais démissionné en ce moment-là, avant que ce dossier ne soit traité par la plénière de l'Assemblée provinciale. Parce que l'Assemblée provinciale a eu à débattre de ce dossier tel que lui soumis par le gouverneur intérimaire. Mais je n'ai pas démissionné en ce moment-là. Au contraire, en réponse à la lettre du gouverneur intérimaire, j'ai aussi fait ma lettre répondant au gouverneur intérimaire et copiant l'Assemblée provinciale, en expliquant les raisons qui étaient les miennes, mais que j'ai argumenté ou justifié avec beaucoup de documentation pour soutenir mes allégations. Donc ce n'était pas que des vaines paroles, mais c'était des raisons justifiées avec des soubassements. Et ce dossier a été traité en plénière de l'Assemblée provinciale. Et la majorité des députés provinciaux ont décidé et ont pensé que je continuais d'être important dans le gouvernement provincial. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de révocation. Donc on ne peut pas parler de fuite en avant parce que l'Assemblée provinciale n'a pas autorisé une éviction de ma personne dans le gouvernement provincial parce qu'elle a pensé que je continuais de jouer un certain rôle qui pouvait être bénéfique pour la province. Et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas du genre à m'éterniser à un poste pour une raison ou une autre. Quand je suis quelque part, j'essaie de rendre service. Moi, j'ai juste voulu m'assurer que tous ces dossiers initiés continueront leur cours, même en mon absence, parce que c'est au profit de la population centro-kassaïenne. Maintenant que j'ai un minimum d'assurance, je peux me retirer tranquillement et vaquer à autre chose. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis Naomi Kinzondi, journaliste. Ma question est celle-ci. Comment vous entrevoyez l'avenir de la province et votre avenir à vous-même? Bonne question. L'avenir de la province. Si nous voulons que la province ait un avenir un peu plus reluisant que ce qu'il a maintenant, je crois que nous devons partir des erreurs du passé et tirer des leçons. Et ici, moi, je m'adresserai plutôt aux futurs dirigeants de cette province en tant que gouvernement provincial, de la même manière que j'interpellerai l'Assemblée provinciale en fonction pour demander à ce que ces deux institutions travaillent en collaboration. Il n'y a pas de raison qu'on soit chien et chat entre gouvernement provincial et Assemblée provinciale. Ça n'a pas de sens. Nos actions comme ministres provinciaux et gouvernements provinciaux ont vraiment été ramenées vers le bas à cause de tous ces conflits qui ont existé entre les deux institutions. On n'a pas travaillé dans les meilleures conditions. Donc il est important que ces deux institutions travaillent en étroite collaboration pour le bien de la province. Un peu comme ce que nous avons fait avant de nous retirer de nos fonctions, des dossiers que nous avions initiés, de la même manière que le gouvernement provincial en est au courant parce que nous avons travaillé cela
à l'intérieur du gouvernement, nous avons transmis les mêmes informations au niveau de la présidence, au niveau du gouvernement central, mais aussi au niveau de l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale a les différents soubassements de certains projets que nous considérons importants pour la province. Pourquoi le faire en dehors de l'Assemblée provinciale? Ça n'a pas de sens. Donc, l'unique chose que moi je peux dire par rapport à l'avenir de l'Assemblée, l'avenir de la province du Kasaï central, c'est de dire que, voilà, il est important que ces deux institutions travaillent en toute collaboration si on veut que cette province se développe. Autrement, on fera du surplace et après on perdra la vitesse et on reculera. Concernant mon avenir, j'ai été acteur économique avant d'assumer ces fonctions de ministre provincial. Ma vie n'a pas commencé en tant que ministre. Après mes études, j'ai assumé des fonctions de direction à l'étranger, en République démocratique du Congo, et j'ai été acteur économique. Après avoir fait ce passage comme acteur politique, il y a quelque chose d'important qui me touche, c'est de pouvoir intervenir ou agir comme acteur de développement. Et c'est pour ça que tout au long des réponses à mes questions, à vos questions, j'ai à un moment évoqué un modèle économique de développement que j'ai conçu et que j'ai intitulé Modèle innovant de développement durable et intégral, le MIDI. Et en tant qu'acteur de développement, j'ai eu l'adhésion de plusieurs structures, privées et publiques, nationales et étrangères, qui se sont associées qui ont accepté d'adopter ce modèle pour pouvoir déployer certaines activités dans différentes provinces de la République démocratique du Congo. Pas simplement dans le Kasaï central, nous avons fait un effort pour orienter certains projets dans le Kasaï central. Il y en a d'autres qui vont pour la province de Kinshasa et d'autres pour la province du Maïndombe. Donc nous allons continuer de travailler pour la République démocratique du Congo, cette fois-là comme acteur de développement, et pour le reste, Dieu seul sait ce qu'il en est de notre avenir, nous nous en remettons à lui. C'est quoi votre mot de la fin? À la population centro-kassaïenne, je veux tout simplement dire ma compassion de voir les difficultés dans lesquelles nous vivons quand nous sommes dans la province, alors que de l'autre côté, nous avons un potentiel important et énorme. Je demanderai donc à chacun des centres kassaïens de pouvoir travailler en toute solidarité et collaboration avec les autres, la main dans la main, dans l'union, de pouvoir mutualiser les efforts